L'Islande, le pays des glaces, le territoire des elfes et des lutins, des vikings et des volcans. L'île du premier jour de la Terre. 100 000 km² en perpétuelle activité aux limites du cercle polaire. Sa capitale, Reykjavik, la baie des Fumées, a un petit air de ville de province. Pas étonnant, le pays ne compte qu'un peu moins de 300 000 Islandais. La moitié d'entre eux vivent dans cette ville. Ici, l'annuaire est encore par prénom, et le nom de famille composé à partir du prénom du père, auquel on associe simplement le suffixe « fils » ou « fille de ». À Reykjavik, l'été, on profite de longues heures de soleil. Il brille jusqu'à 22 heures par jour. Des provisions pour l'hiver et sa longue nuit qui attend les habitants. Les Vikings scandinaves s'établirent sur l'île en 874. L'un des plus célèbres d'entre eux, Leif Erikson, découvrit le continent américain 400 ans avant Christophe Colomb. C'est la pêche dans les eaux poissonneuses des alentours qui permit à la petite colonie de se développer à partir du XVIIe siècle. Depuis, cabillaud, harengs et saumons font la richesse du pays. Moins de 3 habitants par kilomètre carré. Ici, il n'y a pas de quoi se bousculer. Les dernières familles de fermiers ont aujourd'hui abandonné leurs maisons en tourbe. Le climat est trop rude et le sol trop stérile. Nulle part ailleurs sur la planète, la croûte terrestre est aussi fine. Partout s'échappent de ses entrailles vapeur et bouillonnement. Partout, le chaud contraste avec le froid, le feu avec la glace. L'île est à la fracture entre les plaques eurasiennes et américaines. Elle est née il y a 16 millions d'années, lorsque le magma en fusion jaillit des profondeurs de l'Atlantique Nord et se refroidit. Les stigmates de cette forge de Vulcain sont encore visibles. Du coup, les sources d'eau chaude sont nombreuses. Leur température moyenne avoisine les 80 degrés Celsius. Quand elle ne coule pas, l'eau jaillit. Des colonnes de vapeur montent à l'assaut du ciel. Le geyser le plus connu atteint 54 mètres, mais seulement une fois tous les 10 ans. Les plus petits donnent en revanche un spectacle permanent. En général, une éruption toutes les 10 minutes. Les Islandais ont fait de cette particularité de l'île une ressource. Depuis 70 ans, ils ont canalisé cette chaleur qui remonte du centre de la Terre. La géothermie couvre aujourd'hui 55% des besoins énergétiques du pays. Dans les centrales, l'eau pompée à 2000 mètres de profondeur est encore à 97 degrés quand elle atteint la surface. Des pipelines la conduisent jusqu'à Reykjavik. L'un des symboles de la ville est d'ailleurs Perlan, la perle, un complexe de stockage futuriste qui peut contenir jusqu'à 24 millions de litres d'eau chaude. À proximité, Blue Lagoon est le bassin de rejet d'une autre centrale thermique.
Les habitants viennent s'y baigner car l'eau chaude et soufrée est reconnue pour ses bienfaits thérapeutiques. Le paysage est vraiment merveilleux. La région du lac Mývatn, au nord-est du pays, est un résumé de l'ensemble des paysages de l'île. Le sol gronde, les fumerolles et les boues brûlantes sont omniprésentes. Un voyage au centre de la Terre. La dernière éruption volcanique remonte seulement à la fin du XXe siècle. C'est là que vivent Leifur Hallgrímsson, fils de Hallgrím et sa femme. Une famille islandaise comme les autres. Je trouve que sans enfants, on ne peut pas savoir ce que c'est que la vie. Leifur est fermier et sa femme est comptable. Outre des vaches, Leifur possède également un troupeau de 250 moutons. Les animaux vagabondent quelque part en liberté, mais ce n'est pas tout. Je ne suis pas seulement fermier, je suis aussi pilote. J'ai ma propre compagnie aérienne. Leifur assure la liaison intérieure entre Höfn et la capitale Reykjavik. Il propose également ses services comme avion-taxi. Je trouve ça formidable d'avoir deux métiers. En été, je suis pilote pendant 3 mois et les 9 mois restants, je suis fermier. Ce que je préfère le plus, c'est d'être les deux. Vu des airs, le paysage de Mývatn est encore plus spectaculaire. Des formations géologiques qui ressemblent à des mini-volcans sont les traces des explosions de gaz qui se produisent lorsque la lave liquide remonte sous les eaux du lac. Les cratères mesurent de 1 à 100 mètres de diamètre. Plus loin, des châteaux noirs en teuf formés par la solidification de déchets volcaniques. Des cratères d'explosion, des blocs aux formes étranges, des sources d'eau chaude. Je trouve que ça n'est jamais ennuyeux de voler ici en Islande, dans cette région. J'ai déjà fait des centaines de fois ce trajet, mais à chaque fois je découvre quelque chose de nouveau. Cette nature rude et puissante a forgé des hommes à son image. Les Islandais sont souvent des colosses, et Magnus Magnusson n'est pas des moindres. 160 kilos de muscles qui font trembler l'île. Un vrai sportif. Sa discipline, les épreuves de force. Hello there. Je suis Magnus Magnusson, l'homme le plus fort en 2002, et dans quelques années, je serai l'homme le plus fort du monde. À Reykjavik, les jeunes Hercules d'Islande se retrouvent au Goldfinger. Magnus est venu retrouver l'un de ses homonymes, Magnus Magnusson, au palmarès prestigieux. Il a remporté 5 fois le titre d'homme le plus fort. C'est une vraie star dans le pays et il peut même se permettre de donner des conseils à ces jeunes challengers.
Évidemment, Magnus est mon héros depuis que je suis tout petit. Me mesurer à lui, ou ne serait-ce qu'être proche de lui, est un grand bonheur pour moi. Le lendemain, une manifestation est organisée pour décerner le titre de géant de la côte sud. « 400 kilos à soulever vers le haut, ce n'est pas donné à tout le monde. Pour preuve, certains échouent à ce stade de la compétition. Magnus s'échauffe. Avec 530 kilos, il possède le record d'Islande. Mais aujourd'hui, il fait un peu froid. Il n'en soulèvera que 510. Il paraît que les Islandais ont les morphologies les plus athlétiques du monde. Magnus a une explication simple à cette caractéristique. Je pense que ça vient de nos gènes. Pendant des siècles, l'Islande a été isolée. Depuis peu seulement, le pays s'est civilisé. Il y a encore 50, 60 ans, nous habitions toujours dans des maisons en tourbe. À cette époque, si tu n'étais pas un homme fort, c'était ton arrêt de mort. Après 2 rounds, Magnus est en tête. Il lui reste l'épreuve la plus difficile, la traction. Il doit faire parcourir 15 mètres à ce camion de 13 tonnes. Le chrono tombe, 38 secondes. La concurrence s'incline. Magnus a une vraie tête de vainqueur aujourd'hui. Quelqu'un pourra-t-il le battre? Dernière épreuve, 130 kilos à bout de bras de chaque côté. Big J trouve ça très amusant. C'est sympa de traîner ici avec les autres, de se lancer des défis pour chaque fois faire un peu mieux. C'est tout simplement un sport de macho, et ça le restera. L'objectif est de résister le plus longtemps possible à l'attraction. Les géants d'Islande tiennent pendant 40 secondes et plus. Après 4 épreuves, des litres de sueur et quelques écorchures, le podium. Le géant de la côte sud s'appelle encore Magnus Magnusson. Mais ces Monsieur Muscles ne sont pas les seuls habitants extraordinaires d'Islande. À leur arrivée, les Vikings ont tout de suite compris que ces paysages mystérieux ne pouvaient qu'abriter des êtres magiques. Un peuple de l'ombre, celui des fées, des elfes et des trolls. Détenteurs de forces surnaturelles, amis ou ennemis des hommes. Depuis l'an 1000, le christianisme est la religion principale du pays. Mais même aujourd'hui, un Islandais sur 2 continue à croire en l'existence de ce monde invisible. Je suis Magnus Skaftirsson et je suis le directeur de l'école des elfes de Reykjavik. Les elfes vivent dans les pierres et les rochers, mais pour les voir, il faut posséder le 3e œil. Beaucoup d'Islandais ont eu des relations amicales avec ce peuple caché. Ceux-ci ont aidé des hommes en difficulté depuis des centaines d'années et vice-versa. Magnus a collecté des milliers de témoignages, comme ceux de Torunn Erksdottir. Elle est capable de voir les elfes, leur habitation, leur village. Ils sont là, sur cette montagne. Torunn voit un jeune homme, un vieil homme,
et sa sœur. Next house or something? Elle est près de la maison là-bas. Because she's coming. Elle vient. Vers nous? To his brother. Non, vers son frère. Le jeune homme est-il encore là? Il a remarqué qu'on était là? Non. Tu peux l'appeler? La légende veut que lors de la Genèse, Ève n'osa pas montrer à Dieu certains de ses enfants trop sales. Elle les cacha. Dieu s'en rendit compte et décida qu'il resterait désormais invisible aux yeux des hommes. Hermundur a lui aussi fait leur connaissance. Cet être m'a dit qu'il ne venait pas de Mars, mais d'ici, du présent. Il m'a dit que nous vivions tous ensemble. J'ai parlé avec lui. Il portait un jean et un manteau, mais sans les logos de marque habituels. Il n'y avait rien de tel sur ses habits. Hermundur Sigurdsson a ce don du troisième œil. Ses contacts avec le peuple caché sont fréquents. Je ne sors pas en cherchant à voir quoi que ce soit. En fait, les choses s'emparent de moi simplement, et ces choses viennent du monde de l'ombre ou des elfes. Je ne peux pas vraiment les voir, mais je peux les sentir. C'est comme si quelque chose me parlait. Parfois, c'est très étrange. La première rencontre avec ces créatures remonte à quelques années. Elle a complètement changé sa vie. Certains disent que le peuple caché n'existe pas. Mais il existe. Moi, dans leur monde, je n'existerai pas non plus. C'est une histoire de conflit entre deux champs d'énergie. Une explication plus rationnelle? Lorsque les Vikings sont arrivés sur l'île entre 870 et 930, ils voulurent asservir la population déjà présente. Des moines irlandais arrivés au 8e siècle. Ceux-ci seraient partis se réfugier dans la nature et leurs apparitions ponctuelles auraient fait naître la légende. Vrai, faux, au fond, peu importe. Pour les Islandais, les elfes sont là. Erla Stefansdottir le sait mieux que personne. Enfant déjà, elle jouait avec eux. Aujourd'hui, elle est la représentante officielle des elfes. Des elfes habitent dans ces rochers. Au travers, ils entendent le bruit de la circulation et sont particulièrement dérangés. Erla est consultée régulièrement par l'Office d'aménagement de la ville. La construction des routes, des immeubles ou des infrastructures diverses nécessite parfois de détruire ou de déplacer tel ou tel rocher susceptible d'abriter des elfes, des fées ou des trolls. Dans ce cas, on n'hésite pas à envisager le problème différemment. À cause de ce rocher, par exemple, la route a été détournée. Évidemment, ce n'est pas de la politique officielle. Mais en Islande, tout le monde tient compte des elfes et du peuple caché. Même si ce n'est pas inscrit dans les lois, nous essayons de faire attention à eux. Nous en tenons compte quand nous planifions quelque chose. Mieux vaut en effet ne pas s'attirer le courroux des elfes. Sveinbjörn Ventinsson a une autre anecdote intéressante à ce sujet. Oui, je vois des elfes et d'autres êtres surnaturels. Ils me montrent le droit chemin. Ils vivent avec moi. En fait, ils aiment les hommes, aussi longtemps que ceux-ci respectent les elfes et leur monde. Mais si vous ne le faites pas, ils se vengent. Et pour preuve, selon lui, ce rocher est l'équivalent d'un château pour les elfes. Lorsqu'on construit la route vers Reykjavik, il devait être supprimé. Les hommes de l'office de construction des routes ne croyaient pas aux elfes. Mais après que l'excavateur fut tombé en panne et que les hommes furent malades les uns après les autres,
ils se plièrent à la volonté de ces êtres fantastiques. Aujourd'hui, les voitures contournent la pierre et le peuple caché continue à vivre en paix. L'Islande, c'est aussi des îles secondaires. Heimaey est la plus importante au sud. En janvier 1973, elle fit la une de l'actualité. Le volcan Eidfjall entra en éruption. 5000 personnes furent évacuées. Une coulée menaçait le port, mais les habitants réussirent à la ralentir en projetant 12 millions de litres d'eau de mer par heure sur le front de lave. L'année suivante, les habitants reconstruisaient leurs maisons et retournaient à la pêche. Je suis Effine Thorkelsson et je vais vous montrer comment ramasser des œufs d'oiseaux. Des quantités d'oiseaux de mer viennent se reproduire ici. Ils font leur nid dans les falaises escarpées. Pour s'en approcher, les insulaires ont développé une technique plutôt exotique. Ceci n'est qu'un entraînement, car l'heure n'est plus à la collecte. Les petits ont éclos depuis plusieurs semaines. Ils ont même quitté le nid. Beaucoup se promènent un peu désemparés sur l'île. Les jeunes oiseaux volent instinctivement vers le point le plus clair de leur environnement, la mer. Mais cette fois, ils ont été trompés par les lumières de la ville. Les enfants les aident à retrouver leur route. Une fois capturés, il faut les relâcher à proximité de l'océan. La technique du vol n'est pas encore parfaite, mais sur l'eau, tout ira mieux. Difficile de survivre dans cet environnement âpre. Il vaut mieux être coriace. Les chevaux du pays, introduits par les fermiers norvégiens dès leur arrivée sur l'île, se sont parfaitement adaptés. Sans eux, jamais les hommes n'auraient pu aménager le pays. Olli Hjartarson possède un élevage de chevaux à 50 km de Reykjavik. Une passion qui l'a conduit à abandonner son premier métier, celui d'informaticien. Le travail à la ferme n'est pas toujours facile, mais je le fais volontiers. Bien sûr, chacun pense un jour ou l'autre, peut-être aurais-je mieux fait de faire autre chose, mais ma famille et moi-même aimons cela, vivre ici, à la campagne. Leur plus grand plaisir, une balade à cheval en famille avec sa femme et sa fille. Ces femmes ont aussi une autre raison de vivre. La musique, et plus particulièrement la musique populaire islandaise. Martha et sa mère Margrét travaillent tous les jours les jók, les chants équestres traditionnels. Les
chevaux de l'élevage d'Oli sont particulièrement réputés, même à l'étranger. Kimberley Hart est venue exprès de Californie pour amener du sang neuf dans son propre élevage d'Islandais. Au départ, je cherchais un bon cheval, sûr et souple pour mon mari. J'avais des chevaux arabes. Et puis, je suis montée sur un Islandais pour la première fois. J'étais impressionnée. Et à partir de ce moment, je n'ai plus voulu que des chevaux islandais. Une race très pure. L'isolement a permis de conserver ces caractéristiques qui font toujours la joie des cavaliers. Et notamment son allure spécifique, le tölt, un pas très rapide et particulièrement stable. Ces cavaliers se préparent à une expédition d'une semaine sur le désert de lave de Sprengisandur. Sigrun est responsable du groupe. Avant le départ, elle leur fait une petite démonstration. Nous allons maintenant vous montrer à quel point c'est simple de monter en tölt. Le mieux est de prendre des verres remplis d'eau, et là, vous allez pouvoir comprendre à quel point cette allure est calme et agréable. Voici mon verre d'eau. Et maintenant, allons-y. Le pas permet d'atteindre une vitesse proche du galop, mais sans aucune secousse. Les chansons populaires célèbrent les qualités de ce petit destrier. La troupe s'est mise en route. Chaque cavalier dispose de 4 chevaux de rechange qui suivent la colonne en liberté. Je crois que nous nous comportons avec ces chevaux comme avec notre langue. Nous voulons les garder intacts. Tous les éleveurs islandais refusent de les croiser avec d'autres races. Même si certains pensent qu'ils ne sont pas assez grands. Nous voulons juste les conserver comme ils sont, forts, souples, solides et faciles à entretenir. Je crois même que je reste en bonne santé grâce aux chevaux. Être ensemble avec eux, c'est ma meilleure médecine. Être assis là simplement, les regarder, les apprécier. Sprengisandur, le désert de lave. Les petits chevaux islandais portent allègrement le poids des cavaliers sans se fatiguer. Leur course au milieu de ces paysages presque irréels ajoute encore à leur dimension fantastique. Le soir, les cavaliers fourbus soulageront leurs courbatures dans une source d'eau chaude. Autre décor spectaculaire, le Jökulsárlón, le lagon des glaces, sur la côte sud du pays. Un lac alimenté par la fonte du Vatnajökull, le plus grand glacier du pays. Au milieu des eaux, flottent de gigantesques icebergs.
Une promenade à couper le souffle. Les glaciers recouvrent une grande partie du centre de l'Islande. Entre ceux de Lagnajökull et Öskjökull, un chemin à peine visible dans la neige conduit à une station météo. Pour l'emprunter, un équipement spécial est indispensable. Un véhicule tout-terrain monté sur des pneumatiques hors du commun. Il est difficile de se repérer dans ce désert de neige et de roches. À bord des véhicules, des GPS permettent de se diriger, surtout quand une tempête de neige pointe son nez. L'horizon et le sol se fondent alors dans une blancheur uniforme. Après 10 heures de route, le convoi atteint la station météo. Isolés du monde, Grimo et Harpa Sigoriosa ont choisi de vivre là. Nuit et jour, 365 jours par an, toutes les 3 heures, ils collectent les données qui permettront de faire des prévisions météo. C'est au tour d'Harpa de sortir dans le froid pour faire les relevés. S'ils ont choisi ce poste, c'est pour pouvoir reprendre leurs études. Harpa est banquière, son mari est mécanicien. Cette année passée dans la station météo va leur assurer une place dans une université. Et en plus, l'expérience est enrichissante. Vivre ici nous apporte beaucoup plus que d'aller au pub ou en discothèque. La nature est incroyablement belle et intéressante pour marcher, faire du ski, pour tout ce qui est possible. Mieux vaut avoir un moral d'acier. Certains de leurs prédécesseurs ont failli basculer dans la folie. La solitude et la monotonie pèsent. Rien ne doit les détourner de leur mission. Relever les températures, les niveaux de précipitation, les vitesses du vent, l'activité volcanique. Toutes ces données sont rares car aucun élément extérieur ne vient les perturber. La tranquillité des lieux ne doit pas faire illusion. Le sismographe est en perpétuelle activité. Pour venir ici, il faut être aussi ingénieux et bricoleur. Nous avons 2 réservoirs et 2 générateurs électriques et on doit savoir se débrouiller en cas de pépin. Au-delà de ça, on reçoit également un cours avant de partir concernant l'aspect météo. Les données sont transmises par ordinateur à Reykjavik. De là, elles serviront à élaborer des prévisions pour toute l'Europe. Dehors, leur seul compagnon est le bruit du vent qui siffle sur la glace. Les Vikings n'ont pas baptisé cette île le pays de glace pour rien.
Le Vatnajökull est aussi le plus vaste glacier d'Europe, la 3e calotte glaciaire du monde après l'Antarctique et le Groenland. 8400 km² sur plus de 1000 mètres de profondeur. Au nord-est de Reykjavik, le Langjökull s'étend, lui, sur 950 km². Villa Hannesdottir, fille de Hannes, vit au pied de ce dernier. Il y a ici une grande quantité de crevasses. Par là-bas, c'est particulièrement dangereux. On doit être très prudent, car certaines peuvent se dissimuler sous la couche de neige. 6 mois par an, l'été, elle travaille comme guide de montagne. Son expérience est indispensable. Le glacier est perpétuellement en mouvement. Sa physionomie change d'un jour sur l'autre. Un chemin qui était encore sûr hier peut aujourd'hui conduire à la chute mortelle. C'est grandiose d'être ici, particulièrement quand le soleil brille, comme aujourd'hui. Sur le glacier, il y a de nombreux endroits pour l'escalade. Certaines voies sont dangereuses, d'autres parfaites pour le freestyle. C'est magnifique ici. Sous les glaciers, les volcans grondent. Au cours des siècles, les éruptions volcaniques ont formé des cavernes. Des passages étroits conduisent à des salles décorées de motifs de lave solidifiée. Des rivières gelées coulent entre les parois de roches qui ont déjà reçu dans le passé d'autres visiteurs. Il y a 900 ans, des hommes vivaient ici. Pourquoi habitaient-ils ici précisément? Ça n'est pas clair. Peut-être parce que la lave brûlante de cette caverne réchauffait autrefois. Nous avons trouvé ici des os de moutons et de vaches ou quelque chose de semblable. De retour à la surface, Villa va chercher à la station météo les dernières prévisions. Le temps change très vite en Islande. Des chutes de neige sont annoncées pour l'après-midi, même en plein été. Pour se déplacer sur le glacier, le skidoo est le moyen le plus adéquat. Villa veut aller voir d'autres amis qui vivent complètement isolés. Elle ne doit pas perdre de temps. Une tempête de neige est toujours dangereuse. Au milieu de nulle part, le campement de 2 mushers. Ils sont originaires du Danemark et vivent là avec leurs chiens. Bonjour. Salut. Je vous ai amené les talkie-walkie Super. et des batteries. Merci beaucoup. Tout va bien? Impeccable. Les chiens vont bien? Oh oui. Ici, nous sommes assez isolés. C'est pourquoi il est important pour nous de rester en contact avec les gens. Avec la radio, nous pouvons joindre Villa et les autres guides de montagne. Et ensuite, nous avons encore le téléphone satellite pour rester en contact avec nos parents au Danemark et avec le reste du monde. Les huskies se plaisent dans cet environnement glacé.
Jens s'entraîne ici depuis 6 mois avec son attelage. Quand il approche des chiens, il sent immédiatement que la balade est proche. L'excitation gagne la meute. Les chiens sont harnachés. Le plus puissant, placé en tête. Une fois lancé, l'équipage trouve son rythme. Seul le bruit des patins du traîneau et les halètements des animaux brisent le silence. Mais pour la balade de tout un chacun, il est préférable de chevaucher un skidoo. Vous êtes prêts? Alors allons-y pour notre tour sur le glacier. Dernière recommandation pour Elisa, une Islandaise de Reykjavik. Tu es assise trop loin derrière. Tes pieds là. Et souviens-toi, pense bien à pencher ton corps dans les courbes, comme sur une moto. Pour démarrer, tu soulèves le bouton rouge vers le haut, et ensuite, tu tires ici, sur le starter. L'engin demande quelques minutes de prise en main. Les autres ont l'habitude, mais Elisa a du mal à suivre le rythme du groupe. Les skidoos doivent se déplacer en file indienne pour éviter les crevasses du glacier. Le skidoo du leader est équipé d'un dispositif de navigation par satellite. Ils lui permettent aussi de retrouver sa route s'ils sont pris dans le mauvais temps. Première halte pour admirer le panorama. Nous sommes à peu près à 1100 mètres au-dessus du niveau de la mer. D'ici, on peut voir la plus haute montagne d'Islande, Öræfajökull, et son sommet, Vanadalshnúkur, à 2119 mètres de hauteur. Regarde, il y a même des fleurs ici. Rien que sur ce rocher poussent 18 sortes de plantes différentes. La promenade reprend. Les conducteurs manient maintenant leurs engins avec dextérité. Elisa, elle aussi, est désormais parfaitement à l'aise. Ça marche bien à présent, je m'amuse vraiment. Ah oui? Alors laisse-moi te montrer tout ce qu'on peut vraiment faire avec un skidoo. Ici en Islande, il y a des gangs de skidoo, un peu comme les Hells Angels dans d'autres pays. La seule différence, c'est que nous conduisons des motoneiges et que nous sommes des gentils garçons. Le seul interdit que nous transgressons, c'est que nous conduisons aussi par mauvais temps. Mon gang s'appelle Luis Bang Gang, ce qui signifie ceux qui franchissent le mur du sang. Et s'il y a des gangs en Islande, il y a aussi des fêtes. Tous les samedis soirs, Reykjavik se prépare à passer une longue nuit d'ivresse.
Salut, je suis Emiliana. Je vais vous montrer comment on s'amuse à Reykjavik. Et d'abord, allons boire un verre. Emiliana est une jeune chanteuse. Elle commence par retrouver sa bande d'amis. Ça, c'est la première étape. Et maintenant, on file à Reykjavik. Faire la fête. Jusque dans les années 80, l'alcool était interdit en Islande. La danse était considérée comme répréhensible et la télévision ne diffusait des programmes que du jeudi au samedi. La stricte morale luthérienne. Mais depuis, tout a bien changé. La jeunesse islandaise se retrouve pour l'incontournable Rundtur, la tournée des bars de la ville. L'ambiance est électrique et plutôt éclectique. Vous devez venir et connaître au moins une fois cette expérience. Ok, ici, c'est la plus grande boîte de nuit du pays. Alors, suivez-moi. Et ce n'est pas terminé. Un bar succède à l'autre jusqu'au bout de la nuit. Des jeunes filles dans les toilettes des hommes ou qui leur pincent les fesses, de l'alcool jusqu'à plus soif, les Islandais font la fête le week-end comme ils travaillent la semaine, d'une manière effrénée. Et au lever du soleil, l'ambiance est chaotique mais toujours sympathique.